Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour rattraper mon retard de mes avis lecture de novembre et décembre. D'habitude, je vous fais un mois un avis lecture. Que là, je me suis dit, je vais pas faire un avis lecture pour mes lectures de novembre et une autre vidéo pour mes lectures de décembre. Là, j'ai déjà beaucoup trop de retard dans mes avis lecture. Donc, je fais un condensé pour vous parler tout simplement de toutes mes lectures de novembre et décembre. Il y en a au total 9, donc 4 lectures en novembre et 5 lectures en décembre. Et on va tout de suite commencer. Pour le mois de novembre, j'ai pu donc lire Saga et Sable d'Os, Tant que le café est encore chaud, Solum ou Solum, mais je crois que c'est Solum, puis L'été de la sorcière que j'ai redonné à sa propriétaire, mais dont je vais évidemment vous parler. Vous ne m'en voudrez pas trop si je ne veux pas tarder sur chaque roman parce qu'il y en a quand même 9 à vous présenter et j'ai pas envie que cette vidéo dure indéfiniment. Donc on va tout de suite commencer avec Saga et Sable d'Os de Travis Baldree, publié aux éditions Inis. Et donc là on est sur le préquel puisque cette histoire-ci se situe 20 ans avant Légende élatée, donc le tome 1 entre guillemets, parce que pour moi même si celui-ci c'est le préquel, il faut avoir lu Légende élatée avant Saga et Sable d'Os. Dans Légende élatée, on y suit Viv, une orque qui en a juste marre de sa vie de mercenaire et qui se décide d'ouvrir un café dans une ancienne écurie je crois, où en fait on va suivre un petit peu tout ça. Je vais pas vous refaire un avis complet de ce livre, mais c'est un cozy fantasy, je pense que vous en avez suffisamment entendu parler, et donc je me suis lancée dans Saga et Sable d'Os, et ici on n'est pas dans un café mais dans une librairie à retaper, à rebâtir et à rénover, où Viv tout simplement est au début je crois de sa vie de mercenaire, et où en fait elle est blessée et son équipe la laisse sur une île le temps qu'elle se remette d'aplomb, et pendant ce temps elle découvre un petit peu les habitants de cette île, l'île en elle-même et également la librairie de cette île. Et à quel point en fait la librairie est en train de tomber, mais comment est-ce qu'on peut la rebâtir, comment est-ce qu'on peut la remettre au goût du jour et comment est-ce qu'on peut attirer de nouveaux clients. C'est l'histoire que l'on suit toujours dans une ambiance très cosy, très cocon, très réconfortante. Il n'y a pas de prise de tête, il y a des petites intrigues qui pointent le bout de leur nez, mais c'est vraiment très doudou, très douillet. Franchement, si vous voulez vraiment un univers où on va se sentir bien, qui n'est pas prise de tête, où on est sur une histoire de fantasy avec un petit peu de romance, avec... Enfin franchement, c'est très agréable. Sachant qu'en plus, lisez Légende élatée avant celui-ci parce qu'à la fin de celui-ci, on a un clin d'œil à Légende élatée et franchement, c'est absolument génial. Enfin, on le comprend que si on a lu Légende élatée. Et franchement, c'est vraiment très agréable d'avoir ce petit clin d'œil à la fin. Ça réchauffe un petit peu le cœur, vous voyez, ça donne une petite ambiance un petit peu nostalgique finalement à cette histoire. Et ça a été un coup de cœur, je ne sais pas, je ne pense pas, mais une très bonne lecture en tout cas. Mais Légende élatée a fait partie de mes coups de cœur. Et croyez-moi, si vous aimez les livres, les librairies, le cosy, la fantaisie, mais un petit peu sans prise de tête, avec une orque qui n'est pas trop dans le registre du cosy quand on parle d'une orque, mais franchement si vous avez envie de découvrir toutes ces thématiques là dans un seul et même roman, ce livre là est fait pour vous, sachant qu'on y découvre également plein d'autres créations. Ensuite j'ai pu découvrir Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, publié aux éditions Le Livre de Poche, et ici on se situe dans une ruelle de Tokyo dans le café qui se nomme le Funiculi Funicula, qui n'est autre qu'un café permettant de voyager dans le temps selon une légende où en fait tant que le café est encore chaud, on peut être dans le passé mais il faut revenir absolument dans le présent et finir de boire son café avant qu'il ne devienne froid, sinon on reste bloqué à tout jamais dans l'époque à laquelle on vient de voyager. Et on y suit au travers de ce récit 4 femmes qui vont tester justement cette expérience, et j'ai trouvé que c'était très tranche de vie parce que on est quand même sur un livre déjà très tranche de vie et contemporain, mais surtout je trouve que dans le fond il est très intéressant puisqu'on a vraiment cette chose de dire profite du présent, c'est-à-dire que si t'as envie de dire pardon à quelqu'un, dis-le, si t'as envie de dire je t'aime à quelqu'un, dis-le, avant de dire tout le temps il est trop tôt, prends conscience que un jour il pourrait être trop tard. Et moi ça a beaucoup résonné justement avec mon histoire entre guillemets, enfin mon histoire, un moment qui s'est passé il y a un an, je vous en ai parlé assez rapidement dans le bilan et statistiques, je vous ai parlé de mon accident de voiture où justement il a failli être trop tard, et donc ça a remis pas mal de choses en perspective. Donc en tout cas pour ce livre j'ai pas mal aimé, j'ai pas trouvé ça exceptionnel au niveau des personnages et tout, mais dans le fond j'ai trouvé que le message était plutôt sympa puisque vraiment c'est tranche de vie. On y suit vraiment des moments poignants, que ce soit pour découvrir quelqu'un de notre famille décédée, sachant que quand on voyage dans le temps, dans tous les cas, le présent ne peut être changé, que ce soit des personnes touchées par la maladie, touchées par l'éloignement, enfin vraiment il y a plein de sujets qui sont abordés. Donc c'est intéressant. Pour moi le livre n'est pas non plus à lire absolument, mais si vraiment vous voulez un tranche de vie contemporain avec des valeurs assez intéressantes et tout simplement aussi le retour à l'essentiel et le fait de profiter de chaque instant et de se dire sois acteur et arrête d'être passif, juste t'as envie de faire quelque chose,
chose, donne-toi les moyens pour le faire. Bon, je grossis la chose, mais voilà un petit peu pour le message. Si jamais ça peut vous intéresser, je peux que vous le recommander parce qu'il est assez sympa à lire. Je crois que je l'avais trouvé en boîte à livres et ma foi, je suis plutôt contente de l'avoir découvert. On part dans un tout autre registre avec un livre à moitié historique, fantasy, avec des touches d'angoisse et de limite, je dirais pas de terreur, mais un petit peu quand même, avec Solom de Jacques Aubin, donc publié en auto-édition, pardon. C'est le livre 1, donc le début d'une saga que je me ferai un plaisir de découvrir pour la suite. Franchement, déjà, je peux que vous le recommander. On est ici dans le royaume de France qui est déchiré entre guerre, famine, la guerre de 100 ans, mais également la peste, et un paysan voit son destin basculer du jour au lendemain par une situation très tragique. Il se décide, étant soif de vengeance, à rejoindre l'Inquisition. Tout du moins une branche secrète de l'Inquisition, qui est celle qui frappe les entités démoniaques, et c'est écrit bien réel, sans jugement préalable. On nous promet une aventure terrifiante, parsemée d'enquêtes lugubres et de coups d'épée dans le crâne. Je suis complètement d'accord, et pour ça je vais vous lire un passage qui m'a foutu des frissons. Est-ce que je vous le lis avant ou après mon avis ? Je vais vous le lire juste après, vous allez voir. Ça va vous donner un petit peu le décor. Comme je vous l'ai dit, on est sur quelque chose d'un petit peu historique, avec des références par rapport à l'histoire, la guerre de 100 ans, etc. Les thématiques abordées à ce moment-là, mais également une touche de fantaisie et de terreur avec des ghouls, avec des personnages et des entités démoniaques, où là vraiment on pousse quand même le truc très très loin. Mais j'ai trouvé ça vraiment bien dépeint. Franchement, c'est un livre qui n'est pas si gros que ça. Il fait 213 pages, mais croyez-moi qu'il est d'une richesse, c'est-à-dire qu'on y retrouve des combats avec des épées, des combats voilà, sanglants, des combats vraiment, des combats physiques, des combats également au niveau psychique et psychologique avec nos personnages, où il y a justement des petites enquêtes, où il y a quelque chose en fait, où il va y avoir un petit peu des tracks, où il va y avoir des plans qui sont mis en œuvre. Franchement, on est sur un style d'écriture d'une très très grande qualité, on est embarqué dès le début. Je veux pas tout vous spoiler, mais franchement, on a plein de choses qui sont abordées dans ce récit. Si vous aimez un petit peu l'histoire, ou même si vous voulez tout simplement un roman un petit peu fantasy, moi qui suis pas du tout dans l'historique, j'ai adoré celui-ci. Et je vais juste vous lire ce passage parce que pour moi il définit très bien le style qui vous met un petit coup de stress, et en même temps je trouve que l'écriture est simple mais d'une très grande qualité encore une fois. Là dans le passage que je vais vous lire, on a notre personnage qui a été dans un endroit caché, je veux pas trop vous en révéler parce que ça vous spoilerait un petit peu, qui se trouve être dans un endroit caché, et après il se retrouve un petit peu à tomber dans les égouts finalement de la ville, où il découvre qu'il y a une ou plusieurs personnes, créatures, ghouls de cachet. Et je vais vous lire justement ce passage qui est assez terrifiant. Si vous ne voulez vraiment aucun spoil, parce que vous ne voulez aucun spoil, je vous conseille de passer ce petit moment. Je vous affiche ici le petit timer à quel moment le passage sera terminé de lire, mais je vais vous lire. Le son était proche. Son cœur battait tellement fort qu'il pensa trahir sa position. Ivan se crispa comme on peut se crisper dans une quasi-obscurité, avec la conviction que quelque chose vous tombera dessus. Cela ne s'améliora pas lorsqu'il entendit des pas juste à côté de lui, de la même façon que si quelqu'un le frôlait dans ce tunnel. Pourtant, personne n'était là. La situation devint critique. Par excès de frayeur, il pourrait sombrer dans la folie et perdre tous ses moyens. Ivan devait réagir. Il se mit à réfléchir à toute vitesse, tentant de trouver ce qui pourrait expliquer une telle situation. De mémoire, il combattait des ghouls, pas des fantômes. Alors, prenant son courage à deux mains, il balaya autour de lui de sa torche, à la recherche d'un élément qui lui manquait. Sachant pertinemment que s'il subsistait réellement une goule proche de lui, elle l'attaquerait. C'est alors qu'il comprit. Il trouva, sur l'une des parois en pierre, une brèche, de la taille d'une tête, presque à même le sol. Avec précaution, il s'approcha et passa la flamme de sa torche devant. Soudain, une paire de pieds nus et crasseux s'arrêtèrent de l'autre côté du mur, en face même de la torche. Ivan fut saisi et ne bougea pas. Au pied vint s'ajouter des doigts pourris d'une main, se posant contre le rebord du trou qui les séparait. Dans une lenteur lugubre, le visage d'une goule, plus qu'attaqué par la vermine, se découvrit à la lumière chancelante de la torche. Les pas qu'Ivan avait entendus étaient les siens. Elle se promenait dans un tunnel parallèle, ce qui, par effet d'écho, traversa le mur via une brèche. Un frisson des plus épouvantables traversa le paysan lorsque la goule ne prononça aucun mot, le fixant simplement de ses yeux laiteux, avant de se redresser de nouveau lentement. Puis, de simples bruits de pas, Ivan entendit la goule partir en courant. « Malheur, pensa-t-il, elle doit connaître le chemin pour me rattraper. » Je pense que ce passage, c'est vraiment celui qui m'a marqué en m'amenant un petit frisson et en me disant vous voyez, c'est un peu le moment où on serre des fesses avec le personnage en fait.
En tout cas, si tout ce que j'ai abordé peut vous intéresser, n'hésitez vraiment pas à le découvrir parce que pour moi il est franchement, il est exceptionnel. En tout cas, je trouve qu'il est vraiment hyper riche, que ce soit par l'écriture utilisée, par les mots, comment ils sont formés. Je trouve que ça rend vraiment la chose poétique et en même temps où vraiment ça nous amène tout de suite les émotions. Et en même temps, je trouve que voilà, il y a énormément de choses qui sont abordées, pardon. Il est d'une très grande complexité, d'une richesse d'écriture. Franchement, moi je n'attends que la sortie du tome 2 parce que celui-ci a été une très belle lecture. Puis j'ai pu terminer le mois de novembre avec la lecture de L'été de la sorcière, écrit par Nashiki Kao et publié aux éditions Piquet Poche. Ici, on y suit une jeune fille qui se nomme Mai, je crois. Elle se retrouve à devoir aller chez sa grand-mère et alors là, si vous avez vous aussi ce côté piqûre de rappel et nostalgie des grandes vacances où on se levait, notamment pour ma part, chez les grands-parents, où on passe sa journée à jouer, où les journées ont l'air d'être extensibles au possible et longues et que les grandes vacances c'était mais hyper long, qu'on n'avait pas la notion du temps, qu'on savait même pas quelle heure il était et que c'était juste un pur bonheur. Franchement, ce livre, c'est exactement ça. On apprend à vivre tout simplement avec les éléments, c'est-à-dire qu'on se lève, on va chercher dans le jardin ce qu'on a besoin pour déjeuner, pour le petit déjeuner, on va se promener, on observe, on va juste jouer dehors avec ce qui nous tombe sous la main, on crée des petites cabanes, des petites choses, on joue avec nos jouets qu'on met dans les petits arbres. Enfin franchement, c'était beau, c'était magnifique. On aborde également juste le présent, la vie qui passe, mais également la peur de grandir, avec cette peur qui peut vous foutre une boule au ventre et en avoir mal, où justement on a peur de tout ce qui nous attend, de toutes les responsabilités, de se dire j'ai juste envie encore d'être un enfant parfois, ou même de retourner en enfance, où on n'avait rien à gérer, juste on jouait et c'était bien. Et en même temps cette excitation de vouloir grandir pour découvrir plein de choses, pour avoir également un petit peu le droit de faire certaines choses que les adultes font, comme on est enfant et on dit voilà j'ai envie de grandir, j'ai envie d'être plus grand, etc. Mais en même temps d'avoir peur de tout ça. On aborde également le lien intergénérationnel avec les grands-parents, les parents et les petits-enfants, et les enfants du coup, justement par rapport au rapport entre chacun, au fait que, eh bien, chez la grand-mère notamment dans cette histoire, il y a encore la chambre d'adolescente de la mère qui recèle un petit peu encore, qui regorge de tous ses secrets, bah voilà, que chacun a ses petits secrets et voilà, qui ne doivent pas être dévoilés, que chacun a eu son petit moment et son petit passage, comment dire, là, dans sa chambre, ou ouais, même un passage de nostalgie quand on retourne dans notre chambre et qu'il y a encore toutes les affaires, etc. C'est une piqûre de rappel avec deux personnages qui sont très attachants. Moi j'ai adoré cette histoire. Elle est à lire en tout temps, à tout âge, plusieurs fois. Franchement, ce livre est d'une beauté et tout simplement également, bah, L'été de la sorcière, je vous le donne dans le mille. On y suit justement cette grand-mère qui est réputée pour être une sorcière, je ne vous dis pas pourquoi, mais franchement c'était magnifique, ça nous donne juste envie d'aller dans une maison de campagne, de faire un potager, d'être avec les éléments de la nature, etc. Et franchement juste de profiter et de vivre simplement parce que c'est tout le message du livre. Également de revoir un petit peu tous les a priori que l'on peut avoir avec d'autres personnes de notre entourage, mais également sur la vie, sur nos parents, et donc c'est très important aussi de voir qu'il faut profiter des gens tant qu'ils sont encore là et à quel point ça peut nous amener par la suite de grands souvenirs qui sur le moment ne paraissent pas très importants mais par la suite font tout. En tout cas, je ne peux encore une fois que vous recommander ce livre parce qu'il est absolument magnifique, réconfortant et en même temps très nostalgique, donc il est très beau. Je me rends compte quand même que je parle beaucoup parce qu'on est quasiment qu'à la moitié de ce que je dois vous présenter et la vidéo est déjà longue. On va avancer, vous allez voir qu'il y a des livres où je pourrais vous en parler pendant des heures, mais on va éviter. En tout cas, au mois de décembre, j'ai pu lire 5 livres, dont un en lecture audio. Il s'agit de La part de l'autre de Eric Emmanuel Schmitt. Magnifique découverte, je vous en parle juste après. J'ai également pu découvrir Shadow House, le tome 14, Pour exister encore, qui faisait partie de ma pile à lire depuis un long moment. Un livre de Noël, Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Et le dernier Twisted Tale sorti en date, il s'agit de Indestructible Violette. Nous commençons avec Pour exister encore de Martine Duchesne, publié aux éditions Nouveaux Auteurs. Il s'agit d'une autrice que j'ai rencontrée lorsque moi-même je faisais une séance dédicace, d'où j'ai pu avoir son livre. On y suit ici une histoire d'une femme qui retrouve un petit peu, comment dire, en fait elle achète une maison de famille, je crois une ferme, et en fait elle trouve un vieux magazine oublié dans un coin du grenier. Et entre les pages, il y a un feuillet sur lequel sont écrits des mots en forme de châtiment. Donc intriguée, elle va vouloir se renseigner, elle découvre bien entendu énormément de choses sur sa famille. On est ici sur un peu un retour passé-présent
un petit peu parce que, alors je sais plus si on est vraiment sur de la double temporalité, mais on a énormément de fantômes du passé, d'intrigues, de secrets de famille et de chapitres où l'on suit divers points de vue qui au final, vous allez vous en douter, vont se regrouper. J'ai adoré cette histoire, ce n'est pas un coup de cœur mais ça a été une excellente lecture pour autant puisqu'on est sur fond de guerre mondiale, donc très intéressant aussi d'aborder ça dans le retour passé-présent et de voir comment tout ça a impacté nos personnages d'aujourd'hui sans forcément le savoir. On voit à quel point la passion peut devenir dévorante, voire monstrueuse et peut devenir un acte de cruauté finalement, et de voir un petit peu comment tout ça, comment on peut en venir à ça, et si c'est pardonnable ou non, si c'est compréhensible ou non. Et franchement c'était une très très belle histoire, assez très addictive pour le coup, parce que on a énormément de choses sur le fait que c'est hyper important de partir en paix et d'être en paix avec soi-même tout au long de sa vie, mais également surtout au moment de son départ, pour ne pas laisser le fardeau aux personnes qui viennent après ou alors à notre entourage qui vont découvrir des secrets et des secrets et des secrets et vont rajouter énormément de choses dont ils n'ont pas forcément besoin. En tout cas, c'était absolument magnifique puisque notre personnage féminin, notre protagoniste, se retire pour une retraite un petit peu d'écriture, ou alors en fait elle se rend compte que le chemin l'a menée là non pas par hasard mais vraiment pour un but très précis, et où en fait tout se construit autour du lieu qu'elle pensait être un lieu apaisant qui va la couper de tout. En fait c'est le lieu qui l'amène à toutes ses découvertes. C'était absolument magnifique. Si vous voulez des secrets de famille avec différents points de vue, différentes temporalités, c'était très addictif et très très beau. Franchement moi je ne peux que vous le recommander. C'est un des romans que je trouve vraiment bien construit, et malgré le nombre de personnages on ne se perd pas, malgré le nombre de temporalités on ne se perd pas. Franchement pour moi c'est un très très bon livre si jamais la thématique vous intéresse. On va continuer très rapidement avec Shadow House, le tome 14, écrit par Somato et publié aux éditions Glénat. On est ici, je vais pas vous refaire tout le résumé, mais sur une famille des Shadows qui emploie des poupées vivantes, donc les poupées vivantes et la famille des Shadows. Les poupées vivantes ont pour rôle, ont pour but tout simplement de se promener avec leur maître et pour être un peu le miroir de leurs émotions. C'est-à-dire que quand un shadow va parler, la poupée vivante va représenter les émotions que veut exprimer le shadow, etc. On se rend compte que la prestigieuse famille des shadows regorge en réalité de nombreux secrets assez sombres en réalité, donc on avance au fur et à mesure de cette saga. Je vous en parle à chaque fois un petit peu au fur et à mesure des tomes, et c'est une fin de saga pour moi tout simplement parce que j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup ce qui s'y passe, mais pour moi ça traîne trop en longueur. On est au chapitre 14 et oui, même si à chaque fois il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui avancent, je décroche et j'ai de moins en moins d'intérêt pour cette saga, donc j'ai pas plus de choses à vous en dire, juste les personnages sont agréables à suivre, j'ai bien aimé, mais pour moi voilà, c'est une fin de saga parce que j'ai plus l'entrain et l'envie d'aller vers ces nouveaux mangas au fur et à mesure qu'ils sortent, comme j'ai pu l'avoir avant. Je vous les présente un petit peu dans le désordre, vous m'en voudrez pas, mais c'est pas grave. On va continuer avec Jack et la grande aventure du cochon de Noël. C'est écrit par J.K. Rowling et c'est publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Je voulais lire un livre de Noël à Noël, donc j'ai pu découvrir celui-ci. Je voulais vraiment quelque chose de, vraiment pas prise de tête, de très léger, limite jeunesse. Et alors là c'est écrit une nuit pour accomplir le plus extraordinaire et le plus dangereux des voyages. On y suit Jack qui a perdu son ourson en peluche, je ne vous dis pas comment, et en fait la nuit de Noël il y a son nouveau cochon dont il ne veut pas parce que ça n'a pas la même odeur que sa peluche, etc. Et donc en fait la nuit de Noël, le cochon va prendre vie et lui explique: écoute, la nuit de Noël tu peux venir en tant qu'humain, normalement tu n'as pas le droit, il n'y a que les jouets qui peuvent y mettre les pattes, mais on peut essayer d'y aller pour que tu récupères ton cochon. C'est au pays des choses perdues. Bien évidemment il y a des contraintes, il y a des échanges, mais ça on ne sait pas forcément tout de suite quelle est l'ampleur de tout ça. On y suit, vous voyez, cette histoire au travers d'illustrations. C'est vraiment quelque chose de jeunesse, donc de pas prise de tête, de très léger. C'est très mignon. On a des thématiques assez fortes qui sont abordées comme les liens de l'amitié, l'amour, la dévotion, le fait de faire des choix et de se dire bon peut-être que je vais grandir et qu'il faut peut-être que je lâche ça et que du coup c'est dire au revoir à une partie de ma vie mais pour en recommencer une autre. Surtout également l'imagination que l'on aborde ici en grand. Franchement c'est juste une histoire toute belle, toute mignonne, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire, mais pour les fêtes de Noël, pour prolonger la magie de Noël, pour moi c'est une lecture assez sympa qu'on peut lire avec des enfants, qu'on peut lire en famille. Je sais pas de combien de chapitres il se compose. 58, on peut en lire 2 par jour pour se faire comme un calendrier de l'Avent. Je pense que c'est pas mal. Donc en tout cas voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire, un petit jeunesse très sympa à lire pour les fêtes. Du coup c'est un peu tard que je vous le présente maintenant,
Mais écoutez, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Alors, je suis très déçue de cette déception. Vous allez dire, quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? En fait, je pensais aimer ce livre. Vous voyez que j'ai toute la collection derrière moi, celui-ci. Et en fait, celui-ci a été une déception. Mais alors, comme celui d'Alice au Pays des Merveilles, qui est, je ne sais pas si vous le voyez, il est là, si vous le voyez un petit peu, il est là, où en fait on va avoir, c'est un des plus gros Twisted Tale en termes de pages. Pendant tout le temps, on nous parle de la méchante reine et on doit voir la méchante reine que pendant 4 pages. Et vraiment, il n'a pas été, je crois, très apprécié en termes de notes sur Livre Addict. Et celui-ci, je n'ai pas du tout été convaincue, puisque déjà pour moi, même le résumé, c'est non, enfin c'est pas ça en fait l'histoire. On nous dit, et si Violette devenait un agent de syndrome? En fait non, elle vit un deuil, et elle se retrouve juste embarquée par Syndrome parce qu'elle croit qu'il dit la vérité en disant bah de toute façon j'ai plus que lui à suivre. Mais concrètement elle n'est pas, enfin c'est pas qu'elle n'est pas d'accord, mais elle n'est pas en pleine possession de son, comment dire, de sa réflexion, etc. Et du coup, elle devient pas réellement un agent de Syndrome parce qu'elle n'est pas complètement d'accord. Je sais pas, je trouve que le résumé, c'est pas un Twisted Tale non plus, c'est-à-dire qu'on ne suit pas l'histoire et hop, il y a un changement. C'est juste une enfin, je sais pas, il m'a pas du tout convaincue pour moi. Je vais peut-être être un petit peu crue là-dessus, mais vraiment, je soupirais à chaque fois, je lisais des pages, j'avais mon conjoint qui était à côté, il était là. Ah, il se passe quoi? Et je lui racontais, il me disait, ah oui là quand même, vraiment pour moi, alors il est bien à lire par exemple en première lecture parce qu'il va être simple à comprendre, il va pas être trop compliqué dans le sens où on n'a pas des termes complexes ou des termes un petit peu plus sombres comme dans l'histoire de la bête où là je le recommande pas du tout comme première lecture ou avec des jeunes, vraiment. Mais celui-ci, si vous voulez lire avec des jeunes, ok, mais en tant que Twisted Tale, pour moi, ça ne l'a pas du tout fait. Je l'ai trouvé cliché au possible. On a des personnages qui retournent leur veste et on ne comprend pas leur choix. C'est ton pire ennemi et après tu vas aller avec, ok. On a également des personnages qui ne grandissent pas. Il n'y a pas de changement, c'est-à-dire que Violette au début, Violette à la fin, ses frères au début, ses frères à la fin, c'est les mêmes. On n'a pas de personnages qui se complexifient, qui apprennent. Vraiment, c'est les mêmes que dans le Disney. Sachant que dans les Disney, on n'a pas des personnages qui sont creusés, qui sont approfondis non plus comme dans un livre. Et là en fait on n'a pas du tout cette profondeur des personnages, vraiment ça m'a manqué. J'ai trouvé qu'on avait des personnages niais au possible et qu'on se trouvait comme dans un téléfilm de Noël, c'est-à-dire que vraiment il y a des répliques toutes faites. Par moment Violette elle dit quelque chose et ses amis non mais tu n'es pas seule, oui mais les filles c'est trop compliqué, c'est mon devoir de faire ça, oui mais dans tous les cas tu n'es pas seule, alors qu'elles viennent juste d'apprendre que Violette a un super pouvoir. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé que ça dénotait complètement. Pour moi, ouais, c'est comme un téléfilm, c'est-à-dire qu'on a des répliques toutes faites, où c'était vraiment des phrases comme le méchant enfin les grandes répliques de méchants, les répliques toutes faites, et ben je crois qu'on a tout là-dedans. Vraiment, j'ai pas du tout accroché. Pourtant, le film des Indestructibles, c'est pas un film que j'adore, mais ce n'est pas un Disney que je n'aime pas non plus. Juste, voilà, j'ai passé un bon moment à les regarder. Mais ce livre, ah non, il m'a fait soupirer tout du long et je suis déçue en fait parce que je m'attendais quand même à autre chose. Et donc, bon, pour moi, celui-ci, ça ne l'a pas fait, c'est pas grave, mais ouais, j'ai été un peu déçue. Après, encore une fois, comme je vous dis, si vous voulez découvrir une histoire un petit peu plus creusée de Disney ou d'une histoire un petit peu différente de Disney avec des jeunes, avec des jeunes enfants, pour moi celui-ci peut être bien, franchement. Et après il y en a d'autres, mais par exemple Réflexion de Mulan, l'histoire éternelle de La Belle et la Bête, pour moi les histoires sont peut-être un peu trop complexes pour des jeunes, que celle-ci peut être abordée facilement en Twisted Tale. Mais je sais pas, sinon j'ai pas été plus convaincue que ça, donc voilà. N'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Nous allons maintenant terminer avec La part de l'autre de Eric Emmanuel Schmitt. Je l'ai écouté pour ma part en audio, et pour moi c'est une œuvre à part entière. Vraiment c'est une œuvre, ce livre est exceptionnel. J'ai découvert la plume d'Eric Emmanuel Schmitt. J'ai pu lire au mois de janvier ce roman de cet auteur qui a été également une superbe lecture, mais je vous en parle dans un autre avis lecture évidemment. Et ici c'est tout simplement Et si Hitler était accepté aux Beaux-Arts, tout simplement. Donc on va y suivre, enfin tout simplement, c'est un bien grand mot. On y suit un chapitre sur 2 en fait la vie d'Hitler justement à partir du moment où Hitler, futur dictateur que l'on connaît si bien dans l'histoire, donc où Hitler n'a pas été accepté aux Beaux-Arts, et en parallèle Hitler qui n'est pas appelé Hitler mais Adolf H qui a été accepté aux Beaux-Arts, et en fait on suit un chapitre sur 2 les étapes qui vont les amener finalement à grandir et à devenir des hommes connus, hommes non connus,
Après, est-ce qu'un destin peut-il autant changer? Est-ce que ça peut autant changer un homme en fonction d'une décision? Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en fait, l'auteur essaie de nous créer un personnage d'Adolf H non appréciable, alors qu'il essaye de souligner les parties appréciables de Hitler que l'on connaît. Comment ça, mon ref? Je sais pas si c'est très clair. Et en fait, il va essayer de voir à quel point un humain peut changer et à quel point on peut se dire, non pas cautionner, parce qu'on ne peut pas cautionner, c'est pas possible, mais comprendre tout le déroulement de pensée, toute la complexité. Et en fait, on y suit vraiment donc d'un côté le jeune Hitler qui se persuade d'être un génie incompris, d'être escroqué tout le temps, de vivre à la rue, de connaître la misère et donc de nourrir un petit peu cette colère envers les hommes qui n'ont jamais été francs avec lui, qui l'ont toujours escroqué, qui lui ont menti, qui l'ont pris de haut. Vraiment, il nourrit une haine qui finalement va se développer pour devenir le Hitler que l'on connaît. Enfin, tout ça avec toute l'histoire, hein. Là je vous fais un résumé très tassé. Et à côté de ça, on y suit Adolf H qui est reconnu pour ses talents, mais qui en même temps découvre et a peur des femmes. On a tout aussi un parallèle par rapport à son histoire, à sa mère, au fait qu'il rencontre Freud et donc à la psychanalyse. C'est pas complexe à comprendre, c'est vraiment abordé simplement mais en même temps de manière très intéressante. Et en fait tout ça, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va essayer de combattre pour régner, pour dire bon bah voilà, vous m'avez tellement pris de haut, vous m'avez tellement escroqué, vous m'avez tellement détruit finalement que maintenant je vais vous montrer qui je suis. Donc du Hitler et de Adolf qui apprend à connaître l'autre, apprend à connaître les autres, le corps de l'autre mais également son propre corps, et tout simplement qui enchaîne les tragédies dans sa vie et qui en même temps développe d'autres points. En fait on se rend compte que ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on a toujours ce personnage que l'on reconnaît, c'est-à-dire que une personne ne peut pas foncièrement changer du tout au tout. Oui, il y a des décisions qui changent, qui font qu'une personne devient un tel ou un tel en fonction des décisions prises ou vécues dans sa vie, mais par exemple pour vous faire un schéma, Hitler, on le découvre et c'est décrit vraiment comme, on va dire les termes, il est vraiment décrit comme quand il vit tout simplement une relation avec une femme et c'est ce qu'il vit avec son peuple. C'est-à-dire qu'il va vouloir être désiré, il va vouloir désirer, quand il va parler, il va faire patienter les gens, il va faire monter la tension, il va faire jusqu'à ce que tout le monde se mette à exploser, à l'applaudir, etc. Et il se retire de l'auditoire à ce moment-là pour continuer et se dire bon bah comme ça, je les laisse un peu sur leur faim, comme ça la prochaine fois ils m'attendront encore plus. Donc en fait il décrit vraiment comme quoi il jouit de son pouvoir sur les autres, et de l'autre côté Adolf jouit justement du fait de pouvoir procurer autant de plaisir aux femmes parce qu'il a appris ça avec une prostituée tout simplement, où au début il comprenait pas pourquoi il n'y arrivait pas, pourquoi après il était assez jeune mais qu'il ne comprenait pas, jusqu'au moment où il a compris comment faire pour être désiré, pour faire patienter, pour faire monter la tension, pour tout ça. Et donc en fait finalement il y en a un qui joue à ça avec son peuple et l'autre qui joue à ça dans ses relations. Et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir qu'on a deux personnages totalement opposés, oui et non, mais deux personnages que l'on suit qui démarrent là et qui s'écartent, se retrouvent parfois, se recroisent et se réécartent parce qu'on suit quand même la même personne en soi. Après c'est supposé, hein. On ne sait jamais vraiment si Hitler aurait été accepté aux Beaux-Arts, si il se serait passé ça, encore une fois avec des si on referait le monde. Mais moi j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'en fait l'auteur ne dénature pas le personnage et à la fin du livre on a toute une note de comment est-ce qu'il a vécu l'écriture de ce roman et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, mais je pense que si la thématique peut vous intéresser, si le sujet peut vous intéresser, moi parce que c'est un collègue qui m'a recommandé ce livre, quand il m'a juste dit en fait on suit en parallèle Hitler qui grandit et de l'autre Adolf H, Hitler, mais qui n'a pas été, qui a été accepté aux Beaux-Arts, et voir un petit peu qu'est-ce que ce personnage là serait devenu. Moi déjà quand il m'a dit ça je me suis dit ok, il faut que je lise ce roman, ça doit être hyper intéressant du point de vue de la complexité de l'écriture et à quel point ça a dû être compliqué de se mettre à la place pour l'auteur d'Hitler et d'essayer de penser comme. Donc il a regardé énormément, il a lu énormément de livres, il a regardé énormément de documentaires par rapport à Hitler finalement. J'ai trouvé ça hyper intéressant à lire et en même temps de voir à quel point lui, ça l'a mis dans une situation plus ou moins difficile, que ce soit avec ses amis, quand on dit voilà je vais écrire un livre sur Hitler. Ok,
ok. C'est encore un sujet voilà, où son nom est quasiment proscrit en fait, donc rien que de le prononcer, les gens vous regardent avec des grands yeux en disant mais t'en parles, c'est que tu cautionnes. Non, pas du tout. C'est juste que parfois c'est intéressant de savoir comment on en est venu là pour ne pas répéter les mêmes erreurs et de voir à quel point aussi les gens le considèrent comme un inhumain afin de se dire moi je ne suis pas comme lui. C'est-à-dire qu'on le considère carrément hors de notre humanité pour essayer de se dire moi jamais je ne serai comme ça, alors que finalement c'était un humain si on regarde biologiquement. Et en même temps c'est un sujet qui porte tellement à débat, enfin je pourrais vous en parler pendant des heures. J'ai trouvé ce livre très intéressant. Moi je considère ce livre comme une œuvre vraiment, et bravo à l'auteur. Et j'ai adoré, dans le sens où j'ai pas adoré dans le sens où j'ai aimé ce que j'ai lu ouais c'est génial, c'est trop bien, mais dans le sens où c'est hyper intéressant, hyper complexe, mais on apprend en fait, on apprend beaucoup de choses, donc moi je peux que vous le recommander, et je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà trop longtemps que je vous parle rien que de ce livre là. En tout cas voilà, c'était une superbe lecture. Et donc voilà pour ce qui est de cet avis lecture de cette fin d'année que l'on peut officiellement complètement clôturer, puisque je vous ai parlé de tous les livres maintenant lus l'année dernière. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'aura pas été trop longue. En tout cas vraiment j'espère que vous aurez passé un agréable moment, que certains livres auront pu vous plaire. N'hésitez pas à m'en faire un retour et à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vais pas vous retenir plus longtemps, déjà la vidéo est beaucoup trop longue. Donc sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là je vous souhaite de faire de très belles lectures. Salut!